Bonjour à tous, je suis Hervé Hérault, le président et fondateur des éditions lepetitjournal.com. Bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Le thème aujourd'hui, étudier à HEC Montréal, tout ce qu'il faut savoir, et on aura avec nous deux expertes, deux personnes de l'école d'HEC Montréal. Donc, vous pouvez voir à l'écran Karine Day, d'ailleurs, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, Karine, qui est maître d'enseignement en management et coordinatrice de l'année préparatoire à HEC Montréal et qui est basée à Montréal. Et Catherine Turban, donc, qui est responsable du recrutement et de la promotion des programmes au sein du bureau de représentation de HEC Montréal à Paris. Je vais leur passer la parole dans un tout petit instant pour qu'elles puissent évidemment se présenter. Je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes très nombreux à vous êtes inscrits, plus d'une centaine. Vous êtes déjà nombreux aussi à être connectés. Donc, je veux vraiment vous remercier tous. Sachez évidemment que vous pouvez poser vos questions. C'est tout l'idée de ce webinaire. Donc, vous avez un petit onglet questions sur une colonne à droite. Donc, n'hésitez pas déjà dans un premier temps à nous faire un petit coucou, nous dire où vous êtes. Vous savez que lepetitjournal.com est présent dans de très nombreux pays dans le monde. Donc, voilà, on aimerait savoir un petit peu où vous vous trouvez et pouvoir vous saluer et puis, bien entendu, poser toutes vos questions, tout ce qui peut vous intéresser sur le sujet et sur cette école HEC Montréal qu'on va davantage évidemment découvrir aujourd'hui, que ce soit son fonctionnement, ses programmes, les débouchés qu'elle peut proposer. Voilà, on a déjà Amandine qui est à Annecy, on nous écoute aussi depuis Milan, depuis Montpellier. C'est parfait. Alors, je vais d'abord passer la parole rapidement à Catherine pour qu'elle puisse peut-être se présenter rapidement et puis Karine également. Oui, merci Hervé. Donc, bonjour, je suis Catherine Turban et je suis responsable de la promotion des programmes et du recrutement étudiant donc pour HEC Montréal. Moi, je suis basée à Paris et je travaille au sein du bureau de représentation d'HEC Montréal en France. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer cet après-midi. Merci au Petit Journal de nous proposer cet exercice. Et merci surtout à ma collègue Karine Dehay d'avoir pu se libérer pour co-présenter notre beau campus aujourd'hui et parler plus longuement du programme de la prépa du baccalauréat en administration des affaires. Alors, Karine, c'est le matin là, à Montréal. Hein. Oui. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, peu importe où vous êtes et peu importe l'heure. Donc, moi, mon rôle, je suis d'abord enseignante. J'enseigne des cours de management à l'année préparatoire. Donc ça, c'est ma principale fonction. Mais j'ai aussi la grande chance et le privilège de coordonner le programme de l'année préparatoire, qui est le programme qui est destiné aux étudiants étrangers dont on va vous parler principalement aujourd'hui. Donc, mon rôle, c'est de m'assurer que tout se passe bien pour les étudiants, donc de coordonner toutes les activités pédagogiques avec l'ensemble des professeurs qui contribuent au programme et de favoriser la réussite et le bien-être des étudiants. Donc, j'ai la chance de vraiment être en lien privilégié avec les étudiants. Donc, c'est un travail que j'adore et que je fais avec beaucoup de passion. Donc voilà, je suis très, très contente de rencontrer des futurs éventuellement étudiants. Très bien. Alors, on a Elodie qui est au Burkina Faso. J'ai vu Mathéo qui est à Madrid, Kim qui est à Milan. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Donc, Karine et Catherine sont à votre disposition. On a à peu près 1 heure de webinaire. Sachez que ce webinaire sera également disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Donc, on va terminer dans 1h10 à peu près. Donc, posez le maximum de questions et vous pouvez évidemment faire également connaître ce webinaire auprès de vos amis, collègues ou personnes qui pourraient être intéressées puisqu'il est disponible et ouvert évidemment à tous après en replay. Catherine, peut-être on va commencer par vous et puis peut-être par simplement le début, c'est présenter HEC Montréal et le cursus post-bac qui est proposé par l'école. Oui, tout à fait. Donc, HEC Montréal est la plus ancienne école de management au Canada. Elle date de 1907. C'est une école désireuse de faire preuve d'excellence et de beaucoup d'audace. C'est une école ouverte et bienveillante, favorisant l'équité, la diversité et l'inclusion. Cette
C'est un campus aux multiples facettes, sur un modèle nord-américain, mais aussi très européen dans sa façon d'être. HEC Montréal, qu'est-ce que c'est? Une expertise reconnue dans le monde entier. Elle se classe parmi les 100 meilleures universités au monde en gestion selon le dernier classement QS. HEC Montréal fait partie aussi d'un cercle restreint à posséder l'accréditation. Et c'est aussi le premier campus francophone à décrocher la désignation HOK-U pour ses réalisations en innovation sociale. Après, HEC Montréal, c'est aussi une offre de formation pluridisciplinaire. Elle propose plus de 100 programmes visant l'épanouissement de ses étudiants, dont un programme trilingue pour le BAA. Les cours sont enseignés en français, anglais et espagnol. HEC Montréal est aussi membre de la Conférence des grandes écoles, donc notamment connue en France et reconnue par les employeurs. C'est un campus aux méthodes pédagogiques innovantes. Karine vous en parlera un petit peu plus tard. C'est un leadership en recherche assuré par une cinquantaine de chaires et de centres et groupes de recherche. Et puis, un campus doté d'infrastructures modernes, par exemple, une salle de marché en temps réel. Quelques chiffres pour vous donner une idée. HEC Montréal, c'est environ 14 000 étudiants, 4 149 étudiants internationaux, dans plus de 51 pays, 285 professeurs spécialisés dans tous les domaines de la gestion, et environ 98 000 diplômés depuis 1907. On a des chiffres impressionnants. Merci, merci Karine. Karine voulait peut-être nous parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est déjà le BAA en fait? Parce que c'est un acronyme, donc vous allez nous dire de quoi il s'agit. Alors, le BA, c'est le baccalauréat en administration des affaires. C'est un programme de 3 ou 4 ans. Alors, de 4 ans pour les étudiants qui proviennent de l'étranger. Il se fait en 3 ans pour les étudiants québécois. La raison principale, c'est que nos étudiants québécois, et nous au Québec, on reste une année de plus dans ce qu'on appelle le secondaire, donc qui correspond, je pense, pour la plupart d'entre vous, au collège-lycée réunis ensemble. Puisqu'on fait ensuite, après ce secondaire, 2 années qu'on appelle de cégep, donc qui n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est vraiment un programme très spécifique. Ça crée un décalage en termes d'années, puis en termes de compétences quand nos étudiants arrivent à l'université. Donc, pour combler ce petit déficit, on va dire, on a la chance d'avoir l'année préparatoire. Donc, le programme d'administration des affaires, c'est un programme vraiment qui… c'est vraiment les 3 années finalement que vous feriez peut-être dans une école de commerce. Ça correspond à ça au niveau du contenu. Bien sûr, avec une approche très, très particulière à HEC. C'est un programme qui est très orienté sur une pédagogie active, c'est-à-dire expérientielle, et puis un programme qui permet, qui est aussi très, très diversifié en termes de débouchés, puisqu'on a de nombreuses spécialisations. Je pense que Catherine pourra vous faire un portrait un peu plus juste de l'ensemble des possibilités au baccalauréat. Moi, je suis davantage concentrée sur la toute première année, qui est l'année de transition, l'année préparatoire. Alors, cette année préparatoire-là, c'est une année qui vise 3 choses. Le développement des connaissances en mathématiques, des connaissances linguistiques, puisque Catherine vous a parlé notamment de notre programme trilingue. Donc, c'est aussi une possibilité pendant l'année de remettre à jour ces compétences linguistiques. C'est aussi des connaissances en termes de culture, puisqu'on arrive tous de l'étranger, donc il y a toute une connaissance à découvrir sur le Québec, un vocabulaire d'affaires à acquérir. Et puis, surtout, nous, à l'année préparatoire, on a 2 autres axes, c'est le développement des habilités techniques, donc développer les habilités de travail individuel, mais aussi de groupe, qui est très, très présent dans notre cursus, les travaux d'équipe. Et puis, développer ce qu'on appelle les savoir-être, c'est-à-dire que pendant cette année-là, on développe beaucoup l'autonomie des étudiants, leur capacité d'adaptation et leur capacité interculturelle. Donc, ça, c'est vraiment très propre au programme de l'année préparatoire. Le but du jeu, c'est que quand les étudiants rentrent dans le programme de BA, donc en première année,
ils soient vraiment prêts et qu'ils soient aussi confortables dans leurs souliers et dans leurs études, finalement. Très bien. Alors, on commence à avoir les premières questions de nos internautes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est le moment. J'imagine que vous avez beaucoup d'interrogations sur. Vous avez envie d'aller étudier au Canada, à HEC Montréal. Donc, c'est le moment de poser toutes vos questions. Alors, je ne sais pas si Catherine ou Karine voulaient répondre. Elsie demande, est-ce qu'il y a un problème ou une difficulté si on n'a pas pris la spécialité SES en terminale? Alors, les conditions d'admission sont assez, on va dire, assez strictes. On a suivi, bien sûr, la réforme du baccalauréat français, voilà. Et aujourd'hui, en fait, donc si vous passez un bac français normal, on demande la spécialité mathématique en première et la spécialité mathématique ou option mathématique complémentaire en terminale. Voilà. Et ensuite, pour être admis directement, bien sûr, il faut obtenir une mention bien au baccalauréat. Comment se déroule la candidature au BEA de HEC Montréal pour les bacheliers français? Quand est-ce qu'on peut réaliser sa demande d'inscription? Alors, c'est très simple, dans le sens où en fait tout se fait en ligne. Et en général, les étudiants ont comme date limite le 15 février de chaque année. Donc, si vous êtes intéressé pour une rentrée en septembre 2021, il faudra déposer votre dossier avant le 15 février prochain. Ce qu'on demande, alors, c'est très simple dans le sens où on ne demande pas de lettre de recommandation ni de test de langue si vous êtes francophone. Et ce sont du coup les relevés de notes qui vont être pris en considération. D'accord. Voilà, et tout se fait donc, sur notre site. Alors, Areski demande également, et il doit être dans ce cas de figure, il dit est-ce que c'est possible d'intégrer pour un candidat français qui a un cursus anglais avec un 3A level, ou est-ce que c'est un niveau qui n'est pas suffisant? Alors, je ne connais pas bien sûr tous les systèmes et les équivalences, bien sûr. Donc après, je vous propose en tout cas de prendre contact avec notre service des admissions, donc à l'adresse suivante, admission.baa@hec.ca. Mais sachez que de toute façon, l'admission définitive n'intervient que au mois de juillet en général, là où tombent les résultats du baccalauréat avec la mention bien, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord, mais en revanche, il faut bien cocher la date du 15 février, c'est bien ça. Il faut bien cocher la date du 15 février, exactement. Bon, j'espère que vous êtes tous attentifs. Une question de Kim qui demande, peut-on avoir des cours uniquement en anglais dans vos programmes? Karine, peut-être Alors, le programme, on est au Québec. On a la chance d'avoir une belle province avec une belle langue française. Et vous allez voir que si vous venez au Québec, c'est quelque chose qu'on chérit, la langue française, mais aussi on est très ouvert sur l'international. Donc, on a la chance de pouvoir étudier dans les deux langues, en fait. Donc, on peut choisir, après l'année préparatoire, de rentrer dans un programme unilingue français, où on va suivre que ces cours en français, dans un programme bilingue où ça va être un mélange de français et d'anglais, ou dans le fameux programme trilingue français, anglais, espagnol. Donc, on ne peut pas suivre que des cours en anglais, mais on peut le suivre dans les deux langues. Catherine, comment ce programme post-bac prépare-t-il les étudiants à une carrière internationale? Parce que j'imagine que là, on a des étudiants qui sont disposés ou qui ont envie déjà de voyager pour leurs études. Donc, l'international les intéresse. Donc, qu'est-ce que ça apporte dans le cursus sur l'aspect international? Alors, je dirais que l'international commence dès que l'on arrive sur le campus, dès qu'on pose son pied sur le campus, dans le sens où HEC Montréal, c'est un environnement ouvert sur le monde avec près de 30% d'étudiants internationaux. Par exemple, pour vous donner une idée, à peu près plus de 600 étudiants au BAA ont séjourné dans un autre pays en 2019-2020 dans le cadre d'un de nos programmes de mobilité.
international. Hein. Il faut savoir qu'on possède un très grand programme d'échanges internationaux avec plus d'une centaine d'établissements partenaires, comme par exemple l'Université Bocconi en Italie, IE en Espagne, la Copenhagen Business School, voilà, et tant d'autres. Hein. Bien sûr, vous pouvez les retrouver, bien sûr, toute la liste sur notre site. On a aussi une autre formule, une formule qui s'appelle Campus International, où là, en fait, c'est sous la forme d'un cours crédité comprenant des séminaires, des visites d'entreprise, des rencontres avec des représentants gouvernementaux et des activités culturelles dépaysantes. Il y a bien sûr la possibilité de faire des stages crédités et rémunérés. Et puis, nous avons aussi, pour le programme du BAA, la possibilité de faire un double diplôme. Pour l'instant, nous avons 2 établissements universités donc partenaires. Il s'agit de l'Université Bocconi en Italie et de l'EM Lyon en France. Très bien. Alors, je reprends une question d'un de nos internautes, Mathéo, qui demande si on peut être admis avec un bac espagnol ou si c'est seulement, si l'admission est seulement possible avec un bac français. Non, 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 bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, en fait, hein, chaque pays européen peut tout à fait postuler. Vous pourrez voir, en fait, d'ailleurs, sur notre site, en fait, on a le bac espagnol qui est représenté, le baccalauréat international, le bac français, bien sûr. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de souci. C'est, comme je disais, une école ouverte sur le monde. Donc, on accepte tout le monde. Très bien. Karine, peut-être vous pouvez nous dire un petit peu comment sont accompagnés les étudiants internationaux qui intègrent l'école. Alors, la majorité des étudiants arrivent donc par la fameuse année préparatoire. Donc, c'est une année vraiment qui leur est consacrée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une année où on favorise le développement de l'autonomie et les développements des relations, des compétences interculturelles. Donc, en soi, le programme est un accompagnement pour les étudiants internationaux, mais on a aussi le service aux étudiants qui soutiennent les étudiants dans plusieurs aspects, dans leur démarche administrative, leur papier d'immigration, leur installation, leur logement, vraiment dans le côté pratico-pratique. Ils organisent aussi beaucoup d'activités pour découvrir la ville, pour découvrir la culture québécoise. Pour vous donner un exemple, au mois de novembre, là, à ce moment-ci de l'année, on se prépare tous pour l'hiver et puis ils organisent habituellement des sorties de magasinage, comme on dit ici, pour découvrir les bons trucs et savoir comment s'habiller pour l'hiver. Donc, on fait vraiment un accompagnement assez poussé de nos étudiants internationaux. Et puis, on a la chance aussi d'avoir une vie étudiante très, très riche avec des associations étudiantes qui participent pleinement à l'accompagnement et à la découverte de la ville et de HEC, donc pour tout ce qui concerne l'aspect, je dirais, des rencontres et l'aspect social de l'expérience. Voilà. Alors, Élodie demande, est-il permis alors elle dit aux doctorants, mais j'imagine aux étudiants internationaux de travailler tout en étudiant? Est-ce que c'est permis et possible? Oui. Karine? C'est permis et encouragé, je vous dirais, parce que ça fait partie de l'expérience en soi. On vient pour étudier, mais on vient pour vivre une expérience. Donc, étudier à côté de ses études, c'est quelque chose qui, je vous dirais, est assez courant pour un étudiant québécois et on encourage, bien entendu, nos étudiants internationaux à vivre cette expérience. Donc, les étudiants internationaux, quand ils possèdent un permis d'études, peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant l'année scolaire et à temps plein pendant les périodes de vacances. Donc, pour pouvoir vraiment acquérir cette expérience pratique en dehors des cours. Et financer leurs études, bien entendu. Oui, bien entendu. Catherine, Amandine demande que nous apporte un double diplôme. Quels sont les cursus proposés dans les 2 écoles? Vous avez parlé de la Bocconi, par exemple. Alors, c'est assez… c'est très vaste. C'est très vaste. En fait, par exemple, si vous voulez avoir un exemple pour l'université de Bocconi, il faut que vous choisissiez une spécialité donc en management, en économie, innovation, technologie, finance. Voilà, donc c'est assez large. Vous avez vraiment un grand choix de spécialités offerts. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est un programme contingenté. La sélection
est exigeante, bien sûr. Ce sera bien sûr l'excellence de vos résultats universitaires, votre motivation également, et puis vos habilités linguistiques qui seront prises en compte. Très bien, merci Catherine. On a une question de Marie-Christine qui se réfère au contexte actuel, évidemment. Elle dit, sachant que cette année, les étudiants étrangers en année préparatoire sont en cours distanciel de chez eux, est-ce que cela changera quelque chose pour la promotion suivante, c'est-à-dire 2021-2022 Karine, peut-être? Alors, j'aimerais vous répondre avec certitude, mais je pense qu'on vit en ce moment tous dans un milieu très compliqué. Il est très difficile de savoir à quoi va ressembler ce qui va être proposé l'année prochaine. C'est sûr que notre volonté à tous, c'est de voir nos étudiants sur le campus avec nous. Je suis la première concernée puisque je m'ennuie beaucoup de mes étudiants. J'ai hâte de les voir à Montréal. Donc, Marie-Christine, on espère tous que ça sera en présentiel. Maintenant, moi, je suis plutôt, je vous dirais, je suis plutôt quelqu'un de nature positive, donc je vous dirais que l'expérience actuelle des cours en ligne avec les étudiants est très intéressante et nous a obligés à innover, à revoir certaines choses. Et je crois qu'il y a des innovations qu'on a dû mettre en place un petit peu par la force des choses au cours de l'année qu'on va essayer de conserver au sein du programme l'année prochaine. Alors, à quoi ça va ressembler en 2020, 2021, 2022, personne ne peut le dire exactement. Mais je crois qu'il y a quand même des initiatives qui ont été prises cette année qui vont perdurer dans le temps là, pour 2021-2022. Et l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive aujourd'hui, on sera encore mieux préparé à ce qui va se passer en 2021-2022 avec l'expérience qu'on a acquise cette année. Bien entendu. François-Xavier, merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas à continuer. Vous voyez, Catherine et Karine sont là pour vous répondre. Donc, François-Xavier demande quelle est la place du sport? Y a-t-il des ligues universitaires? Dans quel sport? Quelles sont les installations sportives? On a affaire à François-Xavier est un sportif, donc rassurez-le. Catherine, tu veux que je réponde ou tu veux, comme tu préfères? Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a donc une énorme salle de sport à votre disponibilité sur le campus, qui est partagée avec l'Université de Montréal, qui s'appelle le CEPSOM. Je vous conseille vraiment d'aller voir à quoi ça ressemble, parce que vous avez vraiment l'opportunité d'exercer pas mal d'activités sportives. Sachez que moi, de mon point de vue, bien sûr, promotion, recrutement, on reçoit très régulièrement donc, des sportifs de haut niveau et ils sont plus que les bienvenus au sein d'HEC Montréal, puisque nous avons beaucoup de compétitions sportives interuniversitaires. Voilà. Si, Karine, tu penses à autre chose? Oui, je pense que vous pouvez vous imaginer un campus à l'américaine. Alors, on parlait tout à l'heure d'avoir un ancrage, un pied américain et un pied européen. Ben, le côté sportif, il est très nord-américain. Vous pouvez vous imaginer, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films avec des campus américains, avec les grands stades de football américain, mais c'est vraiment ce qu'il y a et ce qu'on a la chance d'avoir sur le campus, avec des équipes aussi semi-professionnelles qu'on appelle les Carabins de l'Université de Montréal. Il y a plusieurs sports qui sont représentés. Hein, ça va forcément du hockey, du football américain, des sports peut-être plus traditionnellement américains, mais aussi on a aussi des équipes de golf, de tennis. Je sais qu'à chaque année, j'ai des étudiants à l'année préparatoire qui intègrent ces équipes semi-professionnelles. Et je pense que c'est quelque chose qu'on valorise, où on essaye de faire en sorte que les étudiants puissent continuer leur vocation sportive tout en étant dans des bonnes conditions pour étudier. Donc, c'est quelque chose, comme dit Catherine, qui est très valorisé, en effet. Alors, on a une question de Kim qui demande si on peut, si on peut réaliser des stages à partir de la deuxième année. Oui, en fait, Catherine, tu veux… Oui. Oui. Ce que je voulais vous dire, de toute façon, oui, tout à fait. Vous avez des stages de découverte qui sont proposés, et c'est vrai que vous pouvez profiter du trimestre d'été pour les réaliser. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tout cas, vous disposez à HEC Montréal d'un service de gestion de carrière qui vous suit, qui peut vous aider dans vos recherches. Sachez qu'en tout cas, si vous venez du continent européen, le bureau de Paris, donc le bureau pour lequel je travaille,
à quelqu'un en fait qui s'occupe justement du placement étudiant, qui organise des simulations d'entretien, qui fait du coaching pour les CV. Donc voilà, on vous aide vraiment à trouver un stage. Il y a une latitude pour choisir ses périodes de stage, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, Elsie nous demande, ça c'est peut-être plus Karine qui va pouvoir nous répondre puisqu'elle s'occupe de l'année préparatoire. Est-ce qu'il y a de la pression sur les élèves en année préparatoire, par exemple beaucoup d'examens, d'écoles, des… Ouais. J'ai moi-même fait les cursus français il y a très longtemps de l'année préparatoire en France, donc je peux m'imaginer ce qu'on peut avoir en tête quand on parle d'année préparatoire. Maintenant, on est dans un autre univers complètement à HEC. L'année préparatoire, comme je vous le dis, c'est vraiment, elle porte bien son nom, c'est une année de préparation. Donc, on est là vraiment pour accompagner les étudiants à leur propre vitesse. On prend chaque étudiant avec ses qualités, ses forces, mais aussi ses faiblesses et on l'amène finalement à être prêt à l'année suivante. Donc, bien entendu, il y a des examens, mais on est plus dans un mode, je vous dirais, de continuité. On cherche à développer des nouvelles façons d'apprendre, des nouvelles façons d'envisager l'apprentissage aussi, pour qu'il y ait une relation positive. Dans mon premier cours, vous voyez, le sujet de mon premier cours, ça s'appelle le plaisir d'apprendre. Alors, on est dans un autre, est dans un autre paradigme, vraiment. J'essaye beaucoup de réconcilier mes étudiants avec ce plaisir-là, de vraiment avoir une relation positive avec l'apprentissage. Donc, bien entendu, il faut se faire évaluer. Si ce n'était que moi, il n'y aurait pas d'évaluation, mais il faut se faire évaluer, bien entendu, pour voir les progrès. Mais vraiment, on est dans un accompagnement. On n'est pas là pour sanctionner les étudiants. Une fois que vous avez mis les pieds à HEC, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous gardez le plus longtemps possible avec nous et faire en sorte que vous soyez le mieux préparé pour vos études et pour le marché du travail. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de la pédagogie, hein, parce que là, du coup, vous avez parlé de l'environnement et effectivement, on est très loin de nos prépas en France et heureusement. Je crois que vous avez également une pédagogie qui dit pédagogie inversée. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire de quoi il s'agit et quelle est sa philosophie et même concrètement, comment ça se passe? Oui, alors la pédagogie inversée, le but, c'est de rendre l'étudiant autonome dans ses apprentissages. Hein. On est encore dans cette volonté de travailler l'autonomie. Et le gros avantage de la pédagogie inversée, c'est que l'étudiant peut travailler à son rythme, d'une part à la maison, et d'autre part, le deuxième avantage, c'est que ça permet de dégager du temps en classe pour pouvoir vraiment expérimenter, discuter des apprentissages. Alors, ça se fait concrètement en 3 temps. Le premier temps, il se fait tout seul à la maison, donc l'étudiant prend connaissance finalement du sujet, du thème, de la théorie seul à la maison à son rythme avec des supports divers. Ça peut être des vidéos, ça peut être des lectures, ça peut être des exercices préparatoires. Quand il arrive en classe, il a déjà une connaissance du sujet qui va être abordé. Et le temps qui est consacré en classe, c'est vraiment un temps où on met en application les apprentissages qu'on aura vus à la maison. Alors, en mathématiques, ça va être bien entendu sous forme d'exercice, sous forme de problème. Dans un cours de management, ça peut prendre la forme de discussion ou d'expériences concrètes, de projets qu'on va finalement expérimenter en salle de classe avec l'accompagnement de l'enseignant qui agit davantage comme un coach. Je vous dirais un coach sportif pour vérifier si finalement les apprentissages sont acquis, s'il y a une compréhension pour accompagner les étudiants qui peut-être peuvent rencontrer plus de difficultés. Et l'objectif, c'est vraiment de favoriser la rencontre entre les étudiants et l'enseignant. Donc, de vraiment favoriser les conversations, les débats, les échanges d'idées. Je dis toujours à mes étudiants, en gestion, il y a rarement une solution. Il y a des solutions et l'objectif, c'est de trouver peut-être soit la moins pire, soit la meilleure. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul dans son coin. Donc, on a besoin de l'autre, on a besoin de connaître ses idées, on a besoin d'avancer avec l'étudiant qui est à nos côtés, avec l'enseignant. Donc ça, c'est la deuxième partie de la pédagogie inversée. Et la troisième partie, elle se fait à nouveau à l'extérieur de la classe. Et là, l'étudiant consolide ses apprentissages, soit seul, soit en équipe, à travers, là encore, des devoirs, des projets, un bilan individuel, une réflexivité, une mise en application. Donc, ça se fait vraiment en 3 temps.
Donc c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu aussi pour ça qu'à l'année préparatoire, on l'expérimente beaucoup. On est dans l'expérience. Et c'est pour ça aussi qu'on accompagne nos étudiants dans ce gros changement pédagogique. On sait que c'est un défi pour eux, mais c'est quelque chose qu'ils apprécient, je vous dirais, avec le temps. Au début, ils sont un peu déstabilisés, donc c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on cherche à développer des habiletés dont je parlais tout à l'heure, de gestion de temps, de gestion de stress, d'autonomie, de revoir un petit peu quelles sont les habiletés que j'ai développées dans mon système d'éducation qui me permettent de bien composer avec cette réalité-là, quelles sont celles qui me manquent et que je dois acquérir. Donc, on fait beaucoup de réflexivité, on réfléchit beaucoup à qui on est, à ce qu'on veut pendant l'année préparatoire. Je vous dirais, c'est une année bien entendu académique, mais c'est aussi une année de découverte de soi. Quand on part à l'étranger, on se découvre différemment et je pense que c'est ça que les étudiants ça les transforme. Ça vraiment, c'est une année qui les transforme. En effet, c'est pas au petitjournal.com qu'on va dire du mal de l'expatriation. C'est une formidable expérience. Alors, on a encore pas plusieurs internautes qui nous ont posé des questions. On va essayer de répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Adam, je ne sais pas, demande quels sont les majeurs dont vous êtes les plus fiers, les plus reconnus au niveau international. Catherine, peut-être, vous pouvez répondre à cette question. Alors, moi je dirais, voilà, si Karine est d'accord avec moi, j'imagine que vous parlez donc du baccalauréat en administration des affaires. C'est une formation pluridisciplinaire et vous avez la possibilité de toute façon de suivre 2 spécialités ensuite au niveau de la 3e année. Donc, on ne parle pas, j'imagine Karine, tu me rectifieras, mais on ne parle pas vraiment de majeur à suivre plus qu'une autre, puisque je dirais que l'état d'esprit, c'est vraiment par rapport à votre profil, vos ambitions. Voilà, vous allez vous diriger de toute façon vers 1 voire 2 spécialités. Donc voilà, on ne parle pas de majeur et de mineur comme ça peut être le cas au sein d'universités françaises. Voilà, je pense que c'est un petit peu le message à faire passer, hein, Karine. En fait, HEC a fait le choix de former, des spécialistes, mais surtout des généralistes. Donc, ça veut dire que pendant les 2 premières années de votre baccalauréat, ce qu'on appelle, nous, le tronc commun, l'étudiant va être amené à devoir avoir une vision complète de l'entreprise. Donc, même si on se dirige éventuellement on a intérêt marqué, par exemple, pour le marketing, on va quand même avoir des cours en finance, des cours en technologie, des cours en management, des cours en ressources humaines, afin d'avoir une vision d'ensemble de l'entreprise. Et c'est vraiment en dernière année qu'on fait son choix. Alors, moi qui accompagne les étudiants au cours des 4 ans, je vois beaucoup de changements, c'est-à-dire que des fois, on arrive avec une idée, une perspective de ce que c'est le marketing, la finance, je dirais les domaines peut-être plus classiques, l'entrepreneuriat, qui est très, très populaire chez nos étudiants en ce moment. Et puis, ça évolue dans le temps, ça évolue avec les rencontres, avec les découvertes de d'autres fonctionnalités dans l'entreprise. Et puis, vous savez, le marché du travail aujourd'hui, il change tellement vite, il y a tellement d'opportunités nouvelles. Moi, je dis toujours à mes étudiants, qui suis-je pour savoir exactement ce que tu vas faire dans 4 ans? Parce qu'en 4 ans, il y a des nouveaux métiers chaque jour, il y a des nouvelles possibilités. Donc je pense que la grande force d'HEC, c'est d'avoir un programme qui est assez flexible, où les étudiants évoluent vraiment année par année et le choix, il se fait vraiment en fonction de là où j'en suis rendue, de mes aspirations, de mes rêves, de mes rencontres. Donc, on est fiers de toutes nos spécialisations, je dirais. Et pour nous, le baccalauréat, c'est un programme en soi. Donc, peu importe la spécialisation avec laquelle l'étudiant termine, finalement, ça sera la bonne pour lui. C'est ça qui est le plus important, en fait. Catherine, Titouan nous demande quelles sont les spécialités à prendre en première puis en terminale pour avoir le plus de chances d'intégrer HEC Montréal. Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on a suivi en fait la réforme du baccalauréat français. Donc, ce qu'on conseille aux étudiants, c'est de prendre donc la spécialité mathématiques en première et la spécialité mathématiques ou option mathématiques complémentaire en terminale. Tout ceci avec une mention bien au mois de juillet au bac.
D'accord, Voilà. très bien. Bah, voilà, il sait ce qu'il lui reste à faire. Véronique, qui est à Rome, alors elle se projette déjà plus loin parce qu'elle dit, là on est en train de parler donc du BBA. Qu'en est-il en fait du MBA? C'est en gros, une fois qu'on a fait les 4 ans, est-ce qu'on peut poursuivre à HEC Montréal et qu'est-ce que vous proposez? Alors, nous offrons bien sûr un programme excellent d'ailleurs pour le MBA d'HEC Montréal. Par contre, donc le MBA est donc accessible après une formation de 2e cycle et 2 ans d'expérience professionnelle. Il faut savoir quand même qu'en général, il s'adresse à des personnes qui ont quand même pas mal d'expérience professionnelle et qui ont eu des postes à responsabilité. Donc, je dirais que on ne s'attend pas à un public vraiment junior, mais plutôt des personnes qui ont déjà quelques années d'expérience professionnelle, soit une reconversion, soit vraiment ils souhaitent booster leur poste actuel. Donc, afin d'évoluer. Donc, c'est vraiment un programme complètement différent. Hein, on n'est pas du tout sur un profil junior, on est plutôt sur un profil expérimenté. Mais c'est bien, vous avez raison de vous projeter, ça c'est sûr. Mais c'est pour dans quelques années. Mais je vous invite à regarder notre programme de MBA qui se fait sur 1 an d'ailleurs, soit à temps plein, soit à temps partiel, mais sur 1 an à temps plein pour les étudiants internationaux, et qui est très bon. Alors, on a 2 internautes qui nous demandent des informations concernant les frais de scolarité. Donc, une d'elles est française et l'autre est citoyenne canadienne. Alors, je ne sais pas, Catherine, si vous voulez nous Oui, alors, pour les frais de scolarité, donc pour les personnes de nationalité française, sont de 9 800 $ canadiens par an. Et pour quelqu'un qui est canadien non résident du Québec, c'est le même tarif, hein, 9 800 $ canadiens. Pour les personnes donc qui ne sont pas, qui sont considérées, on va dire, enfin, pour le reste du monde, on est sur 28 600 $ canadiens. D'accord, très bien. Karine, peut-être ce serait intéressant de nous dire comment s'organise une journée, la journée type à HEC Montréal dans cette année préparatoire. Une journée, ça serait difficile, peut-être une semaine, parce que une journée, c'est varié beaucoup. Oui. Une semaine type, c'est environ 15 heures de classe, donc 15 heures vraiment en contact avec l'enseignant et peut-être le double à la maison de travail personnel. C'est le principe de la pédagogie inversée, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une autonomie à aller chercher dans le travail qui se fait avant et après. Donc ça, c'est au niveau des cours, mais autour de toute la vie en classe, il y a aussi une vie étudiante extrêmement riche à l'école. Hein. On a à peu près, je vous dirais, on a l'habitude de dire qu'il y a plus d'activités qu'il n'y a de journées dans l'année à l'école. Donc, je pense qu'il y a à peu près 400 activités chaque année qui sont organisées sur le campus par à peu près une 50aine d'associations étudiantes les plus variées possibles. Donc, c'est une école qui bouge beaucoup, qui est très dynamique, il se passe toujours quelque chose. En fait, le gros défi, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais plus dans le sens, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui de faire plutôt que de s'ennuyer. Donc, c'est très, très vivant, ce campus. Pour le travail en soi, si je reviens un petit peu sur les cours, dans une salle de classe, ben, comme je vous l'ai dit, c'est très vivant, c'est très dynamique, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de projets d'équipe et le projet se poursuit souvent à l'extérieur de la salle de classe. Donc il y a du temps à consacrer à des rencontres d'équipe, à des discussions en dehors de la classe. Donc, c'est un peu à ça que ressemble une semaine, je vous dirais, pour un étudiant. Donc, 15 heures en classe, à peu près 40, le double à la maison. Donc, une semaine de 45 heures de travail. Mais après, nos étudiants sont extrêmement bien organisés. Il y en a qui travaillent à temps partiel, il y en a qui font des projets entrepreneuriaux, il y en a qui sont très impliqués dans la vie sociale, du bénévolat. Donc, là encore, on retrouve toutes sortes de profils, en fait. C'est la grande richesse, en fait, je crois aussi de l'école, de valoriser la diversité des profils. Et ce sont des promotions de combien d'étudiants et combien sont-ils par cours?
Cette année, à l'année préparatoire, nous avons 350 étudiants répartis dans 7 classes. Donc c'est des classes d'à peu près 50 étudiants. On favorise beaucoup l'esprit cohorte, c'est-à-dire que pendant une session, les étudiants restent ensemble et suivent les mêmes cours ensemble, donc pour créer des liens significatifs. On les garde ensemble une session. Donc une session pour nous, c'est 4 mois. Donc par exemple, ceux qui ont commencé à l'automne là jusqu'en décembre. Et en janvier, on les remélange. Alors, ça crée un peu de déstabilisation. Là, j'ai eu des réactions, par exemple, cette semaine par rapport à ça. Mais l'objectif, c'est de recréer des nouveaux liens, de découvrir de nouvelles personnes, à nouveau. Vous savez, en gestion, on parle beaucoup de la force du réseautage. Donc, l'idée aussi, c'est de rencontrer le maximum de personnes possible. Donc, ça, c'est pendant l'année préparatoire. Donc des classes d'à peu près de 50 étudiants. Quand ils rentrent au baccalauréat, on a le même principe de cohorte pendant la première année. Donc, pendant la première année, on reste avec la même classe, avec les mêmes étudiants. Là, on monte plutôt à 60-65 étudiants par petit groupe. Et si je me trompe pas, Catherine, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que là, on a peut-être une vingtaine de groupes de première année. Donc, c'est à peu près ça, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près 1200 étudiants qui sont en première année. Donc, c'est des cohortes à peu près de 1200 étudiants répartis dans des petites classes de 60-65. Puis, bien entendu, au fur et à mesure que les années passent, là, les classes peuvent changer de volume parce que les étudiants se spécialisent. Donc là, on est dans des petites classes en spécialisation finance. C'est pas tout le monde qui suit tous les cours de finance. Donc les classes sont réduites à une trentaine, quarantaine d'étudiants selon les. Donc on n'est pas dans un profil d'amphithéâtre là, de 200 personnes. On est vraiment dans des petits groupes pour favoriser la rencontre, pour favoriser la discussion dont je parlais tout à l'heure. Alors, Elsie se demande les cours ont lieu de quelle heure à quelle heure c'est très largement ouvert, si mes enfants vont. Oui, les cours, en fait, commencent à 8h, 8h30 le matin et se déroulent jusqu'à 9h30 le soir. Et bien entendu, on n'a pas de cours tous les jours de 8h30 à 9h30, puisque je disais tout à l'heure que c'est à peu près une quinzaine d'heures qui sont réparties dans la semaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, étant donné que nos étudiants sont pour la majorité restés dans leur pays respectif avec les cours à distance. On a révisé tous nos horaires de cours et puis on a placé stratégiquement nos étudiants dans des horaires qui favorisent finalement leur bien-être. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai des étudiants qui vivent à Tahiti et qui ont 6 heures de décalage en moins pour suivre les cours. Donc, on les a placés dans des cours du soir pour que ça corresponde à leur après-midi. Et inversement, j'ai des étudiants qui suivent des cours en Chine qui, eux, on a placé leurs cours très tôt le matin pour que ce soit des heures raisonnables pour eux en fin de journée. Donc, c'est sûr que c'est un défi particulier cette année, mais on a travaillé très fort pour que chacun puisse avoir un confort dans ses horaires d'études. Voilà. Très bien. Alors, continuez à poser vos questions. On a encore à peu près une vingtaine de minutes, donc on attend vos questions. On va essayer de répondre à tout le monde. S'il y a des questions auxquelles on n'aura pas répondu, on les fera parvenir à nos expertes et elles pourront vous répondre directement après le webinaire. Catherine, j'aimerais savoir un petit peu quels sont les débouchés possibles après le BAA. Est-ce que les élèves peuvent directement se présenter sur le marché du travail ou comment ça se passe? Alors, en fait, oui. Donc, les débouchés sont multiples, comme je l'ai dit tout à l'heure, car le BAA vraiment est une formation pluridisciplinaire et qui propose environ donc 14 spécialités bien complémentaires. Je dirais, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, dans quel secteur d'activité vont travailler nos étudiants. Alors, le plus important, je dirais, c'est tout ce qui concerne la finance, donc les banques, les assurances. Ensuite viennent des sociétés de conseil, l'aéronautique, bien sûr, si on reste, au Québec, il faut penser à Bombardier. La communication, les médias, la publicité, et puis l'informatique également. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup d'étudiants européens intéressés par tout ce qui concerne le big data. Le siège d'Ubisoft est à Montréal. Donc ça plaît beaucoup aux étudiants. Et puis, moi, je rencontre aussi pas mal d'étudiants qui, en fait, ont choisi la spécialité entrepreneuriat parce qu'ils ont envie de monter leur start-up. Et voilà, si vous suivez un petit peu la presse ou l'actualité, vous verrez que vraiment,
Montréal est l'endroit où il faut être aujourd'hui pour monter son entreprise. Ouais. Peut-être, Catherine, aussi ajouter qu'au programme de l'année préparatoire, notamment, on l'a parlé de beaucoup de multiculturalisme, hein, des étudiants qui viennent dans cette perspective aussi de se développer une expérience internationale. Et cette expérience-là, bon, tu as parlé des stages, tu as parlé des échanges, des campus, mais généralement, quand on a la piqûre, on s'arrête pas on s'arrête pas avec ses études, on poursuit finalement dans cette lancée-là et on a quand même aussi des étudiants qui visent des carrières internationales et qui bougent beaucoup. Moi, je rencontre beaucoup d'étudiants finissants et ils me disent, en fait, le problème, c'est qu'ils savent plus dans quel pays où aller. C'est plus, je regarde les opportunités. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je m'en vais en Asie? Donc, ça crée une perspective, en fait, mondiale très intéressante. Donc, je pense aussi que c'est un des intérêts de faire ces études à l'étranger, c'est que notre perspective sur le marché du travail change aussi complètement. J'ai cru comprendre, Catherine, que l'école était également particulièrement active autour du secteur du développement durable. Donc concrètement, que propose HEC Montréal aux étudiants intéressés par ce secteur? Oui, alors c'est vrai que le développement durable fait partie de l'ADN d'HEC Montréal. Il fait partie aussi d'un engagement quotidien qui va bien au-delà du compost et du tri sélectif. Par exemple, donc le nouveau directeur qui est arrivé en 2019, c'est encore assez récent, donc Monsieur Federico Pasil, a à son arrivée donc nommé une femme donc secrétaire générale de l'école, donc Madame Joanne Turbide, qui s'avère être la directrice du département de développement durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que HEC Montréal offre une vingtaine de cours obligatoires et optionnels à fort contenu donc en développement durable, hein, que ce soit sous la forme de maîtrise, de certificat. Et je dirais que les trois thèmes les plus traités dans les cours sont l'éthique, l'environnement et la responsabilité sociale des entreprises. Je vous invite aussi par ailleurs à regarder ce que propose le projet Hectare, donc HEC-TARE, et vous verrez, on parle c'est le projet en fait d'agriculture urbaine d'HEC Montréal, et donc vous verrez, on parle de potager urbain, de forêt nourricière, voilà. Donc comme vous pouvez voir, donc l'école vraiment encourage des initiatives étudiantes donc autour de ce thème, vraiment lié à l'environnement. Voilà, donc je dirais qu'HEC Montréal, c'est quand même un campus engagé et impliqué dans les enjeux de la société actuelle, tels que le développement durable. Très bien, on va reprendre quelques questions d'internautes. Kim demande si un étudiant rate un examen, a-t-il la possibilité de refaire l'examen pour ne pas rater l'année scolaire? Oui, bien entendu. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que vous avez mis les pieds à HEC, le but du jeu, c'est de vous garder et non pas de vous laisser partir au moindre faux pas. Hein. L'année préparatoire, c'est une année de préparation. Donc, la sélection, elle est faite avant de rentrer. Ensuite, on vous prépare. Donc, s'il y a un faux pas, s'il y a une erreur, s'il y a un examen qui s'est mal passé, il faut savoir que vous avez toujours deux chances. Ça, c'est un principe de base à HEC et c'est vrai à la prépa, mais aussi pour le reste de votre cursus. On a toujours la possibilité de reprendre son cours. On a la possibilité de refaire parfois des examens. Ça dépend vraiment du cursus et du programme, mais non, on n'est pas dans cette philosophie-là du tout, donc rassurez-vous. Parfait. Alexis demande, l'université propose-t-elle, donc HEC Montréal propose-t-il des logements dans le campus ou tout ce qui est en lien avec le logement ne passe pas par vous? Est-ce que tu veux que je réponde, Catherine, ou tu veux répondre? Je veux bien répondre. Donc, il faut savoir qu'on a un service d'accueil aux étudiants, le SAE, à HEC Montréal, donc qui en fait s'occupe du logement étudiant, enfin en tout cas qui aide les étudiants au moment de chaque rentrée à trouver un logement. Et il faut savoir aussi qu'on a donc une résidence étudiante qui s'appelle la résidence d'Arlington, donc d'HEC Montréal, qui est donc réservée prioritairement aux étudiants internationaux donc pour la prépa. Voilà. Donc oui, le logement est une question importante, bien sûr, dans la préparation de votre départ.
Oui, puis je dois vous dire qu'il y a toute une armée de personnes qui se mobilisent pour vous aider à trouver des logements à Montréal. Il y a des téléphones mis à disposition, il y a des cartes de la ville, on vous aide à vous repérer, on vous explique notre terminologie qui est un peu déstabilisante quand on arrive de l'étranger avec nos 3,5, nos 2,5. Ça peut vouloir rien dire pour vous sur les annonces. Donc, on fait du décodage. Vous êtes très bien accompagnés. Il y a des ateliers. Il y a énormément de ressources mises à votre disposition et les étudiants. Il y a aussi un speed dating pour rencontrer des colocataires. Il y a énormément d'activités sur le campus pour vous aider. Est-ce que le coût de la vie est sensiblement comparable à celui de Paris? Catherine? Alors, le coût de la vie, je dirais pour l'instant, n'a rien à voir avec le coût de la vie parisienne. Je dirais surtout par rapport au logement. Par rapport au logement, il est beaucoup plus facile de se loger à Montréal, bien sûr, qu'à Paris, hein, comme dans nos grandes villes européennes, je dirais. Il faut savoir, parce que c'est vrai que c'est une question on me pose souvent, hein, c'est quand même la question du budget. Il faut savoir, si on parle un petit peu, alors je ne suis pas bien sûr spécialiste des questions d'immigration, mais quand on prévoit donc un budget pour une année à HEC Montréal, le service d'immigration va demander à peu près entre 10 000 et 14 000 euros sur un compte pour pouvoir obtenir, délivrer un permis d'études. Voilà. Donc après, voilà, vous faites un petit peu le calcul. Hein. Il faut penser bien sûr au logement et puis aux frais annexes, voilà, qui sont frais de nourriture, de transport, etc. Voilà. Ouais. Alors, on a d'autres questions qui interviennent. Je vois notamment Adam qui demande si vous avez des accords particuliers avec des entreprises locales, j'imagine, et si vous avez également des alumni qui interviennent sur le campus. Oui, ben, on est très, très liés au milieu des affaires. Hein. C'est une école. Catherine a parlé du corps professoral, donc qui sont des doctorants, des personnes qui font de la recherche scientifique et qui enseignent, mais on a aussi 500 chargés de cours à HEC. Donc, les chargés de cours, ce sont des gens du milieu des affaires qui interviennent directement en classe, soit comme enseignants, soit comme conférenciers. Donc on est très, très imbriqués. C'est très important pour nous d'être en lien direct avec ce qui se passe et la réalité du marché, du marché professionnel, des besoins des entreprises. Et donc, oui, on est très, très en lien. Et puis, concernant les interventions des alumni eux-mêmes, moi, je suis en train de planifier mon cours de la session prochaine et je pense que j'ai 5 intervenants qui viennent juste dans mon cours à moi. Donc, ça démontre que je ne suis pas la seule à faire ça parce que c'est très important pour moi de mettre en lien, de mobiliser le réseau et les alumni sont très, très intéressés à redonner ce qu'ils ont reçu aussi pendant leurs études aux futurs étudiants. Donc, il y a une belle dynamique par rapport à ça. Je rajouterais, Karine, que donc au sein du bureau de représentation d'HEC Montréal à Paris, l'une des missions, c'est donc d'animer la communauté des diplômés en Europe, donc d'HEC Montréal, à travers donc des événements de réseautage, des conférences thématiques, en lien donc avec l'association étudiante. Hein. Il y a une association étudiante propre aux étudiants diplômés d'HEC Montréal en Europe. Hein. Donc c'est l'association HEC Montréal Europe Alumni. Si vous pensez à des personnes célèbres, alors il y en a plein. Moi, je dirais que j'ai eu la chance d'animer un événement avec donc le PDG d'Ubisoft, Yanis Mayas, il y a 2 ans, qui s'avère être un ancien d'HEC Montréal. Voilà. Moi, l'anecdote que j'aime beaucoup raconter, c'est que quand vous rentrez dans l'édifice de Côte-Sainte-Catherine, qui est un de nos grands édifices à HEC, vous avez des plaques en fait au sol avec le nom des diplômés, des personnes qui ont contribué finalement à faire un don pour que cet édifice, vous parliez tout à l'heure, Hervé, de modernité. Donc, la modernité, on l'acquiert aussi grâce à nos dons de diplômés notamment. Et on fait beaucoup de choses avec ça.
J'aime beaucoup parce qu'en fait, à tous les matins, quand je marche sur des noms célèbres, en fait, à chaque fois que je me rends au bureau. Donc, je trouve ça toujours très, très drôle. C'est peut-être juste une petite anecdote, mais oui, ça montre à quel point nos diplômés sont très présents. Allez, on va aborder les dernières questions et les dernières minutes de ce webinaire. Alexandre demande, et il y a eu d'autres questions un peu sur ce sujet auparavant, il prend un exemple, il dit si on est très intéressé par la partie entrepreneuriat, le management, la gestion, mais qu'on n'apprécie pas beaucoup les mathématiques théoriques, est-ce que HEC Montréal est fait pour nous? Et j'ai vu également, est-ce qu'en année de prépa, les maths, c'est quand même vraiment très important? Ah, j'aime beaucoup cette question sur le mythe des mathématiques. Je suis pas une matheuse moi-même et j'ai diplômé d'HEC Montréal, donc je peux en parler de mon rapport aux mathématiques. À l'année préparatoire, je vais commencer par l'année préparatoire. On fonctionne pas en termes de coefficients. J'ai vu des questions par rapport à des coefficients. En fait, on a 30 crédits à compléter en année préparatoire et sur les 30 crédits, vous avez 7,5 crédits qui sont dédiés aux mathématiques. Vous en avez 6 qui sont dédiés aux langues et vous en avez 9 qui sont dédiés au management. Donc, vous voyez que ça s'équilibre plutôt bien. Alors, souvent, les étudiants qui ont des difficultés en mathématiques ont l'impression qu'il y en a trop, bien entendu, mais c'est juste une question de perspective parce que dans les faits, il n'y en a pas tant que ça sur l'ensemble du programme. Donc, ça, c'est pour vous dire, bien sûr, elles sont présentes parce que c'est important. Catherine l'a mentionné, hein, l'importance des data aujourd'hui. Peu importe ce que vous allez faire, si vous êtes intéressé au management, au marketing, à la gestion, vous allez devoir traiter des chiffres. Ça fait partie de votre réalité. Ça fera partie de votre réalité du travail. On ne peut pas fonctionner aujourd'hui sans chiffres. Donc, il faut avoir une bonne base en mathématiques pour pouvoir faire n'importe quel domaine de la gestion. Après, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser dans certains domaines qui demandent peut-être beaucoup plus que des mathématiques de base, mais la base est très importante. Après, pour répondre à Alexandre plus sur le côté mathématique théorique, à HEC Montréal, on est très orienté sur la pratique. Donc, bien entendu, vous allez devoir apprendre des concepts mathématiques, mais dans l'objectif de les appliquer à une réalité. Donc, la pédagogie inversée dont on parlait tout à l'heure vise particulièrement la résolution de problèmes concrets et pratiques. Donc, les mathématiques théoriques, un peu, mais pas tant que ça, finalement. Très bien. Allez, je pose la question d'Éric parce qu'il l'a posée plusieurs fois. On n'avait pas encore eu l'occasion de lui répondre. Je ne sais pas si c'est Catherine ou Karine qui va répondre. Alors, il est québécois, il est donc étudiant local. Il demande le trimestre d'été commence quand exactement. Il est intéressé par un certificat en gestion de projet. Voilà. Je vous pose la question. Je ne sais pas, peut-être que vous voudrez que je vous fasse passer la question pour lui répondre directement. Oui, c'est ça, tout à fait, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, voilà, on parle plus donc du BA, voilà, on est plus sur le premier cycle. C'est vrai que le certificat, c'est quand même quelque chose de vraiment différent. C'est un programme un petit peu à part entière. Et je dirais qu'il est propre voilà, au Québec. Donc, voilà, je vous invite, Eric, du coup, à me contacter voilà, suite au webinaire. Très bien, parfait. Merci. Tous ceux également qui n'auront pas. Je crois qu'on a répondu à quasiment toutes les questions. Si on en a loupé, désolé, n'hésitez pas à contacter nos experts, bien entendu, ou le petitjournal.com et on relaiera. J'aimerais, Karine, vous poser une dernière petite question avant qu'on conclue et qu'on passe au mot de la fin. C'est peut-être pour aider tous ceux qui nous écoutent à se projeter un petit peu, c'est nous décrire un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir sur ce campus. Je vous ai pas dit, mais moi, j'ai eu la chance d'assister à une conférence il y a 4-5 ans. J'avais dit que j'étais à Montréal, mais en fait, la conférence était à HEC Montréal et j'avais été vraiment impressionné par le campus. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu cette ambiance particulière? Vous l'avez mentionné, des infrastructures qui, je pense, créent beaucoup d'envie. On a vraiment la chance d'être dans un campus qui est très moderne, avec une belle lumière, beaucoup de fenestration qui pour moi personnellement est très importante, mais je pense qu'elle touche, ça crée quand même une atmosphère particulière. C'est un campus qui est situé à côté de l'Université de Montréal et de l'École polytechnique. Donc on est vraiment sur le campus de l'Université de Montréal, de l'autre côté de la montagne. Alors pour nous, le côté de la montagne, c'est le Mont-Royal qui est un peu notre poumon dans la ville, qui est un énorme parc vraiment en plein milieu de la ville à quelques pas. Et c'est vrai que ça permet de prendre vraiment de pas se sentir dans une grande ville. Moi, je pense qu'à Montréal, ce qui est incroyable et fantastique, c'est qu'on a les avantages de la grande ville. Donc, on a un dynamisme, une vivacité culturelle. C'est une ville étudiante extrêmement
les étudiants adorent Montréal. Il y a énormément d'activités sociales et culturelles à faire, mais on n'est pas on n'a pas cette impression, en fait, dans une grande ville. On a aussi une vie de quartier, on a énormément de parcs naturels, vraiment partout en ville. Là, en ce moment, je regardais hier en passant à côté de chez moi, ils sont en train de construire les patinoires extérieures là en bois où ils vont bientôt mettre de l'eau pour geler les patinoires. Donc, on peut sortir de chez soi et patiner très rapidement. Donc, ça fait partie de quelque chose que moi, j'ai toujours valorisé en aimant vivre à Montréal. Puis après, l'autre côté, c'est vraiment le multiculturalisme. Je pense qu'à Montréal, c'est une ville multiculturelle où il fait bon vivre, il y a une tolérance, il y a un respect, il y a une ouverture à la diversité qui est extrêmement présente et qu'on retrouve sur le campus. Les gens apprécient rencontrer des personnes qui ont un bagage, une histoire de vie différente. Il y a des réels échanges qui se produisent et on vit vraiment dans un climat de respect et de bienveillance. On le retrouve à la fois à l'extérieur de la classe, mais aussi en salle de classe. Je pense que les enseignants sont très, très à cœur la réussite des étudiants. Quand je lis les questions avec des étudiants qui ont peur de l'échec, qui ont peur de reprendre, c'est sûr que je comprends cette réalité étudiante-là, mais c'est vrai qu'on a une bienveillance et moi, dans ma description de tâche, ce n'est pas juste de favoriser la réussite des étudiants, mais aussi leur bien-être. Ça fait partie de la vocation de l'école. Donc, il y a un réel dynamisme, comme je le disais tout à l'heure, avec une vie associative très riche et on se sent bien, en fait, dans les murs de HEC. Et je pense que ça se sent quand quelqu'un nous rend visite. On est bien accueillis. Les Québécois sont des gens chaleureux à la base et souriants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup les internationaux et on retrouve aussi cette disponibilité du corps enseignant. Ça, c'est aussi quelque chose qui les surprend beaucoup, le tutoiement des professeurs, cette proximité qui se crée. Donc voilà, c'est ça que je pourrais vous dire pour décrire ma vie de tous les jours. C'est une belle conclusion. Je vais laisser également à Catherine le soin de nous dire un petit mot de la fin, puis après je conclurai les webinaires avec nos internautes. Oui, donc comme vous pouvez le voir, donc HEC Montréal recherche des étudiants curieux, autonomes, entrepreneurs de leur vie. Donc je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez ces qualités. Donc voilà, ce serait vraiment un plaisir de vous accompagner jusqu'à votre départ. Et voilà, c'est vraiment un beau projet. C'est une belle carte de visite aussi. Donc, je vous encourage vivement donc, à concrétiser ce projet. Sachez en tout cas qu'on va se retrouver. Si vous le voulez virtuellement, vous pouvez regarder sur la page événements du site HEC Montréal. On organise des salons virtuels, des webinaires, voilà, tout au long de l'hiver. Donc, n'hésitez pas, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas aussi à nous retrouver, que ce soit moi ou le reste de l'équipe de recrutement. N'hésitez pas à nous consulter. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, je vous invite à aller liker la page du Bureau Europe International, la page d'HEC Montréal et puis la page aussi Futurs étudiants HEC Montréal. Voilà. Très bien. Merci Catherine, merci Karine, merci à tous nos internautes. Vous étiez nombreux, vous avez posé beaucoup de questions très intéressantes. J'espère qu'on a répondu à tout. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce webinaire en replay si vous n'avez pas pu assister à tout ou si vous voulez le revoir évidemment. Vous allez recevoir très prochainement, dans quelques minutes, un mail vous donnant le lien avec un accès au replay. Il y aura un article également dans le petitjournal.com la semaine prochaine qui retracera un petit peu, qui fera un compte-rendu de ce webinaire et qui présentera également la vidéo en replay MBD sur la page. Donc, n'hésitez pas également à le faire savoir à vos connaissances, à vos amis, à vos voisins, vos collègues. Voilà, il est accessible pour tout le monde. Encore un très grand merci. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée Karine et puis Catherine. C'était un grand plaisir et merci beaucoup à tous nos internautes. À très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir.